Pierre Loire. Oui. Oh, c'est mon professeur. Pierre Loire. Donc, il va intervenir sur l'impact des métaphores en management stratégique. Un cas de l'écosystème et de la disruption. Oui, le cas de l'écosystème et de la disruption. Je vais présenter le professeur Pierre Loire. Bien, professeur. C'est bon, tout est bon alors maintenant. Bon, professeur, je vais donner le top départ. Top départ. Oui. Il est 15h04 minutes. Très bien. Oui, et vous finissez à 30. Très bien, 15h30. merci. Bien, je vais donc changer un petit peu de sujet, encore on n'en change pas vraiment par rapport à ce que vous avez exposé jusqu'à maintenant, à savoir que nous avons besoin, au fond, pour enseigner à nos étudiants en gestion, d'avoir à la fois des terrains que nous pouvons trouver par des études de cas, etc., et d'avoir aussi des concepts, des théories à mettre en place pour essayer de comprendre, de traduire et de discuter la réalité. Or, ce que je vais essayer d'exposer très simplement, bon, je vous renverrai sinon un article qui est en fin d'écriture sur ces questions-là, mais ce serait trop long à exposer en détail. Donc je vais essayer d'être le plus simple possible pour vous montrer qu'en fait, le discours théorique, contrairement à ce qu'on vous raconte en sciences sociales, n'est jamais quelque chose de pur. La pureté théorique est quelque chose de tout à fait erroné. En réalité, nous nous exprimons à travers de la langue, pour revenir à des propos déjà indiqués tout à l'heure, et ces langues sont des langues particulières, sont des langues subjectives qui interprètent systématiquement la réalité. Je vous rappelle qu'en linguistique, il y a une coupure absolue entre ce qu'on appelle les signifiants, c'est-à-dire les choses qui portent le sens, et les signifiés, le sens porté. Et très souvent, d'ailleurs, en sciences sociales, on néglige totalement cet aspect et on nous fait croire que les mots qu'on utilise peuvent être des concepts parfaits, structurés et qui rendent compte d'une réalité de la manière la plus pure possible. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, dans l'histoire de la philosophie des sciences, c'est que quelqu'un qui réclamait la pureté du sens et qui était Gaston Bachelard ne fonctionnait, lui, que par métaphore. C'est-à-dire faisait exactement tout le contraire de ce qu'il enseignait. Alors, les métaphores, en fait, concrètement, c'est une manière de transporter un sens d'un mot premier, d'un objet premier, à un autre objet qui, du même coup, acquiert la réalité du sens qu'on a mis dans le premier. Je prends un exemple que vous avez cité il y a juste un instant, tropicalisation des cas. Voilà une belle métaphore. Est-ce qu'un cas peut être tropicalisé? En réalité, ça veut dire qu'il y a peut-être une manière d'ensoleiller le cas de manière territoriale en le rendant plus proche de la réalité du terrain. Mais quand on dit tropicalisé, on aurait pu dire, par exemple, territorialisé. Pourquoi dit-on tropicalisé? On y apporte, vous voyez bien, une signification complémentaire qui tendrait à dire qu'il faut non seulement mettre en territoire, mais s'intéresser à une particularité d'un territoire qui est sous les tropiques, ce qui pose d'ailleurs d'énormes problèmes, parce que est-ce qu'on peut tropicaliser les cas au Congo, qui est plutôt équatorial? Est-ce qu'on peut... Non, mais voyez, ce que je montre au niveau de la métaphore, toute métaphore, au fond, introduit à la fois
une idée des contenus intéressants, mais des interprétations qui sont forcément impures et composites, parce que derrière effectivement un mot, on trouve au fond des sens multiples, et je vais vous le montrer. Le problème des métaphores, c'est qu'on ne peut pas s'en passer, car les sciences ont besoin de langage pour s'exprimer, et donc toute forme de langage interprète la réalité en introduisant des représentations et des façons de comprendre qui sont extrêmement différentes selon les lieux où l'on parle. J'avais une étudiante allemande dans mes cours de master il y a 3 semaines, et c'est un problème qui me préoccupait, ayant appris l'allemand à un moment donné, parce que vous savez qu'en allemand, le soleil est féminin, dit Sonne, et la lune, qui pour un francophone est féminine, Dieu sait les images lunaires qu'on peut avoir dans les relations amoureuses, etc., etc. La lune en allemand est masculin, Termon. Alors je lui demandais si ça ne la troublait pas, en apprenant le français, de découvrir qu'en français, la lune était féminine et le soleil masculin. Elle m'a dit si, ça me surprend beaucoup. D'ailleurs, j'ai du mal à ressentir ce que vous pouvez dire effectivement par ce concept-là, parce que chez nous, il n'a pas effectivement le même sens. Vous voyez, c'est très intéressant sur des aspects. Alors, je donne un autre exemple qui touche aussi à ce moment-là à des logiques différentes. Regardez par exemple le mot crise. Alors c'est très intéressant parce que c'est une métaphore. Vous savez que crise veut dire jugement en grec. Et ça a été utilisé par les médecins pour indiquer à un moment donné comment, au fond, un malade allait se comporter. La crise, c'était le moment où, clairement, il allait passer l'arme à gauche, encore une métaphore, ou crever, encore une autre. En général, ce sont des pneus qui crèvent. Ou alors, il allait se remettre. Et déjà, se remettre, vous voyez, c'est une métaphore. Se remettre dans quoi? Être mis dans quoi? Vous voyez, c'est très intéressant. D'ailleurs, quand on meurt, est-ce qu'on disparaît? Vous voyez, toutes les métaphores utilisées autour de la mort pour effectivement traduire quelque chose de manière extrêmement différente. Donc, vous voyez bien qu'en science, je vous donne un dernier exemple tout à fait intéressant. Donc la crise, on peut le traduire là, à travers le grec crise, mais c'est aussi qu'en management, on aime bien utiliser la métaphore chinoise. C'est très bien vu en Afrique aujourd'hui d'ailleurs. Hein, et en Chine, le mot crise, qui ne se dit pas crise d'ailleurs, se traduit à la fois, c'est très connu, par effectivement danger et opportunité. Et donc on est derrière, dans une métaphore du sujet, qui d'ailleurs entraîne beaucoup d'articles, de réflexions, de recherche, mais strictement liés à l'appel d'un mot, d'un sens qui est introduit par les métaphores. D'où à la fois le risque et le danger de ça. Je termine d'ailleurs par une petite fleur bien sympathique qui s'appelle le myosotis. Le myosotis vient du grec qui veut dire oreille de souris. Bon. En allemand, le myosotis ne se dit pas du tout myosotis, mais vergis mich nicht, c'est-à-dire ne m'oublie pas. Parce que le myosotis en allemand est utilisé en fait dans le langage amoureux, où on donne à son amoureuse le myosotis, ça veut dire tu ne m'oublies pas ma chérie. Hein. Tandis qu'en français ou en grec, on utilise en fait l'image du myosotis qui donne l'apparence effectivement d'une oreille de souris. Mais l'image du mot produit aussi, d'une certaine manière, notre relation aux réalités composées. Donc, plus positivement, au-delà de l'interprétation de la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les métaphores sont normalement vivantes. En fait, nous utilisons beaucoup de métaphores qui sont mortes parce que nous ne savons plus très bien ce qu'elles veulent dire. Regardez, nous allons dans un café, nous allons au comptoir. Le comptoir, initialement, c'est un lieu où on comptait réellement. Comme la banque, vous savez probablement que la banque vient de banque, qui veut dire en fait le meuble sur lequel on faisait du change. Et d'ailleurs, la banqueroute vient du fait que quand les changeurs faisaient du faux ou effectivement truquaient leurs affaires, la police locale au Moyen-Âge leur cassait le banc, banqueroute, qui a donné effectivement les métaphores. On a totalement oublié d'où ça venait aujourd'hui, mais ça vient simplement de casser le banc sur lequel on faisait le change. Bon, ça c'est une métaphore un peu morte parce qu'on ne l'utilise plus. Par contre, vous avez des métaphores qui sont effectivement très vivantes parce qu'elles restent au fond dans une logique d'imagination, dans une logique de créativité, et donc elles ont une dimension créative et exploratoire. Changer de métaphore,
permet donc d'ouvrir sur le réel et de l'ouvrir à une dimension nouvelle, suggérant des images ou des inductions sémantiques nouvelles. Donc elles ont une logique de dynamisation. Une science peut donc progresser en transformant les métaphores dont elle se sert pour exprimer la réalité. Mais on peut aussi, on verra après, à partir d'une même métaphore, indiquer plusieurs réalités. Prenons une métaphore très utilisée en management qui était le réseau. Un peu moins aujourd'hui, mais on parlait de réseau à tout casser il y a encore une dizaine, une vingtaine d'années. Si vous demandez à un dirigeant de la SNCF ce que c'est qu'un réseau, il vous parlait réseau matériel des chemins de fer, bien entendu. Si vous demandez à un électricien les réseaux électriques, ce ne sera pas du tout la même chose. Si vous demandez à un spécialiste de la neuropsychiatrie, il vous parlera de réseaux neuronaux qui veulent dire tout à fait différemment. Et on n'est rien qu'avec le mot réseau devant des images et même des concepts et même des idées globales qui sont extrêmement différentes. En management, je vous rappelle que Gareth Morgan avait déjà montré qu'on peut traduire une organisation par des métaphorisations complémentaires qui en soulignent des facettes différentes. Ainsi peut-on effectivement voir une organisation, d'après Morgan, comme une machine. Il y a un très grand nombre de théories sur l'idée machinique d'une organisation, qui reviennent d'ailleurs à la mode en général dans certains cas, comme un être vivant, donc un système biologique, comme un système de connexion neuronale, un cerveau, comme un univers de conflit de pouvoir, un Game of Thrones, qui est très à la mode en ce moment, mais c'est exactement ça. Ou alors un lieu d'emprisonnement, de souffrance, etc., etc. Et donc ces métaphores se conjuguent, s'organisent et s'articulent pour créer une image beaucoup plus complexe, mais de ce fait beaucoup plus réaliste, de l'organisation. Alors à partir de ça, je vais être très rapide ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous montrer qu'aujourd'hui, en management stratégique, on utilise à tort et à travers, d'ailleurs, deux métaphores qui sont l'une l'écosystème et l'autre, sujet de cette réunion, la disruption. Bon. L'écosystème, en fait, est une métaphore complexe parce qu'elle a des liens, effectivement, cognitifs, affectifs et connatifs, c'est-à-dire poussant à la décision avec leur origine. Alors, ça entraîne des biais quand on s'en sert, mais des apports en extension de sens. On va voir d'ailleurs que, par exemple, pour l'écosystème, c'est très intéressant parce que, en fait, normalement, l'écosystème vient d'une représentation liée à la biologie, aux sciences naturelles, et à l'écologie. Bon. Et un écosystème, c'est forcément, dans la logique initiale, un biotope, c'est-à-dire un lieu de vie, avec des biocénèses, c'est-à-dire des systèmes vivants, des communautés de vie, plus ou moins structurées, qui cohabitent de manière... En faisant ce qu'on appelle aujourd'hui en management, on pourrait avoir tout découvert de la compétition, mais c'est vieux comme le monde, hein, dans un système particulier. Bon. Or, aujourd'hui, biais managérial, quand vous lisez la littérature managériale, et notamment en management stratégique, vous avez deux grands courants qui sont totalement en contradiction avec cette idée d'écosystème. Vous avez ce qu'on appelle des écosystèmes stratégiques qui donnent l'impression qu'un écosystème, en fait, c'est un sous-ensemble de cet écosystème, c'est-à-dire une structure qui va chercher à s'organiser de manière cohérente autour d'un leader, d'une logique particulière, mais ça c'est un sous-ensemble de l'écosystème. Ou alors, c'est dans les écosystèmes d'innovation, vous avez aussi des formes qui sont considérées comme homogènes et dans lesquelles on sous-estime totalement les logiques de contradiction, de cohabitation difficile et douloureuse, alors que normalement l'écosystème devrait rappeler que dans un lieu particulier, on a effectivement des réalités à la fois complémentaires et conflictuelles. Et l'utilisation normale du terme écosystème devrait introduire l'idée de gérer aussi les parties prenantes, les choses conflictuelles, et de réguler dans l'écosystème et dans la logique dans laquelle on se met en place, c'est-à-dire créer une industrie, etc., quelque chose d'ouvert. Sinon, on fait, en management stratégique, exactement ce qu'on a fait en agriculture depuis des milliers d'années, c'est-à-dire transformer un écosystème varié en un système monoculturel, c'est-à-dire on cultive un ou deux produits et on fout en l'air ce qu'on appelle d'ailleurs les herbes sauvages ou les herbes nuisibles pour qui? Pour l'agriculteur, évidemment, par rapport à ça. Je ne suis pas contre cette
l'idée là. Simplement, on ne peut pas dire que l'agriculteur soigne dans le système d'agriculture traditionnel l'écosystème dans lequel il se trouve. Il cherche à le dominer par rapport à son mode de production. Pourquoi pas, hein? Mais il faut être clair dans l'utilisation effectivement de la métaphore. De la même manière, il y a donc des risques de réduction sémantique, de détournement idéologique ou d'excès d'usage qui font perdre alors le sens premier, transformant effectivement les choses en mots à tout faire. Et on a deux tendances qui posent problème à travers ces métaphores. Soit on veut les laisser en mots valises, c'est-à-dire finalement on met dans la métaphore toutes sortes d'idées mais qui ne sont pas structurées. Soit on en fait un pseudo-concept en croyant effectivement y mettre 3 ou 4 manières d'envisager les choses et puis de les mesurer, parce qu'on aime beaucoup mesurer en science, mais mesurer dans une métaphore, c'est souvent extrêmement compliqué et ça pose effectivement des problèmes d'usage tout à fait importants. Évidemment, dans ce cas-là, plus nous structurons le mot, moins il a de portée cognitive ou exploratoire. Je me suis amusé à écrire des papiers sur les écosystèmes et à les présenter volontairement à des géographes, à des gens de management stratégique, à des gens d'entrepreneuriat, de management d'innovation. Tous me disent, tu n'utilises pas l'écosystème comme on doit l'utiliser, c'est-à-dire en renvoyant uniquement aux organisateurs conceptuels du sous-ensemble théorique concerné par les personnes. Ce qui montre aussi de façon très intéressante que beaucoup de chercheurs sont monolithiques, c'est-à-dire font une perception de leur science très très limitée à leur courant d'analyse, parce que c'est ce qui va leur permettre de publier dans des revues spécialisées, et dès qu'il y a une ouverture au fond à la métaphore, elle est très vite mal perçue par effectivement un certain nombre de personnes. C'est la même chose pour le concept de disruption, parce que dans la disruption, on a en fait là aussi une utilisation qui date en management des années 92, quand un chercheur, enfin un praticien en marketing, a inventé disruption pour changer, parce qu'avant, pour parler d'innovation, on parlait d'innovation radicale, c'est-à-dire innovation profonde, liée à un enracinement du produit. Puis on a parlé de rupture, en utilisant les modèles Schumpeter, etc., ou de crise. Et puis, c'était pas assez fort, on aime bien les mots assez forts, donc on est passé à la disruption, qui est beaucoup plus violent, mais on oublie que, d'un point de vue métaphorique, la disruption vient en fait de la physique, et elle désigne simplement un phénomène où une structure se brise et éclate en dissipant son énergie. Donc vous voyez, on n'utilise pas du tout ce mot-là en management comme ça, on utilise comme une opportunité de déplacement stratégique, alors que dans l'idée d'origine, c'est une perte d'énergie liée à une rupture. Et qu'on pourrait peut-être imaginer d'ailleurs créer de la différenciation, créer de la restructuration, créer effectivement une séparation ouvrante, une différenciation utile, alors que le mot disruption, d'ailleurs, il existe, on va là-dessus, un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui publiés sur la disruption qui sont extrêmement inquiétants par rapport à l'usage ou à la signification qu'on peut en donner. Donc ça demande effectivement une ouverture, une réflexion stratégique ouverte. Pour terminer sur les métaphores, compte tenu de la volatilité des informations scientifiques et de leur contamination de langage d'une discipline à l'autre, donc l'un des gros problèmes des métaphores les plus utilisées, tout le monde, le mot écosystème, je l'ai relevé dans mon article, j'ai trouvé une quinzaine de significations sur une douzaine de disciplines scientifiques. Évidemment, avec une hétérogénéité complète. Mais même à l'origine, c'est-à-dire en écologie d'origine, il y a des conflits d'interprétation. Mais au moins, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un biotope, qu'il y a un lieu. Alors que je trouve des articles en gestion qui disent que, contrairement par exemple au district ou au cluster, l'écosystème n'est pas localisé. Ce qui est ridicule. À ce moment, il ne faut pas utiliser le mot écosystème. Et la localisation, dans ce cas-là, le topos n'est pas forcément seulement géographique, bien entendu, il n'est pas seulement géophysique. Ça peut être un topos lié aux relations, aux réseaux qu'on a, etc., etc. Mais ça crée quand même du lien concret et il y a bien une réalité matérielle du réseau. Donc, interprétations décalées qui finissent par rendre instable ou contradictoire leur utilisation, qui est souvent arbitraire,
dans les champs dérivés. Donc tout ça pour vous dire que c'est très intéressant une métaphore, mais faites attention à leurs usages, remontez quand même aux sources, réfléchissez bien au sens qu'elles prennent, et ne les utilisez pas à tort et à travers, parce que vous finissez par leur faire dire le contraire de ce pourquoi on les a utilisés initialement. Alors, si on regarde, par exemple, ce qui est très drôle, j'avais prédit à un moment donné, je dis, puisque effectivement, l'écosystème signifie une forme de stabilité relative, la disruption, une forme, effectivement, de discontinuité. Donc, je dis, il y a bien des gens pour faire des papiers sur les disruptions dans les écosystèmes. Eh bien oui, j'en ai trouvé déjà 6. Parce qu'au fond, ça signifie simplement que les écosystèmes traduisant une recherche de stabilité temporaire, de croissance ou d'optimisation, y compris dans les conflits à gérer, eh bien, la disruption produit au fond une rupture, et donc soit un besoin d'innover radicalement, de créer des ruptures, de s'adapter à des changements brutaux, ou de provoquer effectivement ces ruptures, sous prétexte effectivement que la rupture va permettre d'élargir ou d'amplifier des systèmes d'innovation stratégique. Mais est-ce que l'innovation ne peut pas être radicale sans rompre? Est-ce que l'innovation ne peut pas être fondamentale dans la continuité relative? Voilà des questions qu'on est en droit de se reposer dans une période où effectivement, si on casse tout le temps, qu'est-ce qu'on produit d'intéressant ou d'intelligent dans la logique effectivement qu'on dit. D'ailleurs, les réalités scientifiques n'ont pas attendu après notre retour en arrière sur ces concepts. Une grande partie des productions de qualité dans le développement, par exemple de l'intelligence numérique, etc., qui se mettent en place, ne sont pas du tout des systèmes de discontinuité. Ce sont des systèmes, au contraire, d'accumulation de savoir et de compétences au fur et à mesure. Et les discontinuités sont très très relatives par rapport à ce qui est continu dans l'évolution du savoir scientifique. C'est là ce que je voulais indiquer. Il lui reste encore 5 minutes. Il y a des questions à poser. Donc, finalement, celui de 15h20, pour ça. S'il était 15h05, je lui avais donné 15 minutes, et on lui avait dit qu'il avait jusqu'à 15h30. Donc, il a encore dans le temps. Donc, il avait donné plus de 15 minutes. Je lui ai donné beaucoup plus. Merci, bon, d'accord. Alors, nous avons pris plus de temps qu'il ne le faut. Ok, merci beaucoup, professeur. Bon, les questions, on va prendre 4 questions. 4 questions. Donc, on ne doit pas durer plus d'une minute. Pas plus d'une minute, hein. Voilà. Merci. D'abord, je pense au nom de l'Assemblée. Je voudrais féliciter le présentateur pour sa maîtrise du concept et en tout cas très bonne présentation de la chose. Moi, j'ai juste des éclaircissements. Je voudrais savoir, justement, profiter de cette maîtrise que vous avez des mots pour poser la question suivante. Quelle différence faites-vous entre la métaphore et la parabole qu'on trouve souvent dans des textes religieux, surtout dans le Coran, et les proverbes que les Africains utilisent beaucoup sur le plan culturel pour en tout cas préciser le passé. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. On adopte le même système ou bien il répond au coup par coup.
Il répond au coup par coup, c'est mieux. Non, en fait, on avance, je vais prendre les questions, je vais répondre à la question. Attends, il ne faut pas faire aussi autant de courrier là, le professeur permet. Ah oui. La deuxième question. La deuxième question, s'il vous plaît. Qui lève le doigt? Oui, monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je me lève. Alors, j'ai beaucoup aimé votre présentation qui a été plus longue que les autres ont dû accélérer. Là, c'était plus clair. Merci. C'est normal, vous avez des privilèges de professeur. Maintenant, moi, j'ai une question par rapport aux réalités, disons, africaines. Enseigner le management à des gens qui réfléchissent différemment. Vous parlez de métaphore et de la perception. Des gens qui ont un autre système un autre système de valeurs, une autre culture. Donc, est-ce que finalement, on ne se retrouve pas à enseigner des termes qu'on prend pour évidents à des gens qui comprennent autre chose? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que enseigner le management en français ou en anglais à des gens qui réfléchissent en Wolof ou en Bambara, voilà, justement. Elle a terminé ma phrase. Ok, merci. Merci. Oui. Troisième intervenant. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai lu quelque part des... je ne sais pas si c'est des métaphores ou pas. Par exemple, sur Facebook, on voit souvent, on dit les week-ends sont faits en Chine. C'est-à-dire que les week-ends sont faits en Chine. C'est-à-dire que c'est tellement petit, ou bien sur les développements du franc CFA sénégalais. On dit qu'on comprend mieux pourquoi les billets de banque ne restent pas longtemps dans la poche, parce qu'avant, les billets, le dessin qu'on avait, c'était un tisserand. Ensuite, on a eu une charrette. Ensuite, un oiseau. Et certainement, les prochains billets, on va avoir un avion. Ça va pas rester longtemps. À partir de là, je pense qu'il y a en fait des choses qui se voient. Il y a des choses qu'on enseigne, qu'on voit dans les salles. Les étudiants qui utilisent parfois des métaphores pour nous faire comprendre un certain nombre de choses. Ne faudrait-il pas dès lors qu'on revoie un tout petit peu le fondement même de certains concepts que nous utilisons en management stratégique pour tenir compte en tout cas de ces métaphores, mais également pour mieux en tout cas faire passer le message qu'on veut faire passer à travers, à partir du public que nous avons en face de nous. Merci, monsieur. Oui, le dernier. C'est moi qui ai demandé. Oui, oui, et c'est pourquoi on vous autorise à parler. Ok, donc pour ça, vraiment, j'ai adoré la présentation. Son intervention. Et je voudrais juste partager une préoccupation, parce que quand je regarde la métaphore, peut-être que vous l'avez démystifié pour nous, en fait. Peut-être que vous l'avez démystifié. Peut-être sa fonction, c'est de faciliter aussi la compréhension de concepts très complexes, très compliqués, en fait. Et donc, c'est peut-être un vecteur aussi pour faire passer le message. Donc, on peut peut-être penser que c'est un argumentaire imagé. C'est un argumentaire imagé. Donc, si on prend ça sous cet angle-là, il y a des métaphores qui sont établies, peut-être à travers le temps, l'expérience, des exemples que vous avez donnés. Il y a peut-être aussi des métaphores spontanées, c'est-à-dire que le professeur ou l'enseignant, des fois, face à des situations extrêmement difficiles, est obligé de recourir à des formes d'images, de métaphores. En fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des métaphores spontanées? En fait, je veux bien. Et donc, si c'est le cas, comment on peut mettre ça, comment ça peut être utilisé dans notre dans le travail, dans notre métier, ou même par les managers. Les managers, quelquefois, je disais à mon voisin là, que quelquefois, quand j'expliquais dans mes cours de ALM, des concepts extrêmement compliqués, et quelquefois j'ai des étudiants qui comprennent bien, et puis d'autres moins bien. Et quelquefois je demandais aux étudiants qui comprennent, expliquez-leur en Wolof. Et ils leur expliquent en Wolof, ils comprennent. Donc ce que je veux dire, c'est la métaphore. Et les Africains ont un langage imagé. Et l'Afrique invente beaucoup d'images, beaucoup de métaphores en quelque sorte. Alors, comment on peut hiérarchiser ces métaphores, comment on peut les utiliser dans notre travail quotidien en tant qu'enseignant et même des managers?
Voilà la question que je voulais partager. Merci, monsieur. Merci. Oui, on avait dit 4. Oui, mais comme le temps a été 20 minutes, on peut prendre 5. Véronique, il renforce notre... Malma, sénégalaise là. Malma. Écoutez, évidemment, je partage les points de vue que nous venons d'entendre, mais je voudrais dire aussi, pour revenir à ce que j'ai essayé de dire ce matin, qui est en écho bien sûr, c'est que vous parliez de la différence entre l'Allemagne, la langue allemande et le français. Mais ici, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que nous parlons français, mais nous ne parlons pas le même français. Et donc, nous pouvons avoir l'impression d'utiliser les mêmes mots, mais nous n'utilisons pas les mêmes mots. Un jour, je faisais une communication ici, on me dit « Oh, vous êtes une brave dame ». J'étais furieuse d'être une brave dame. En France, une brave dame, c'est la concierge est une brave dame. Et là, non, au Sénégal, non, c'est une femme courageuse. Vous parlez du soleil et de la lune, mais en Wolof, il n'y a ni masculin ni féminin. Vous le savez, il y a 7 classes nominales en Wolof, il y en a 2 en français. Donc, par exemple, je me souviens la première fois qu'un ami sénégalais m'a dit « Samarol Sedna ». Mon cœur est au frais. Je me suis dit « Mince, j'ai fait des bêtises, moi. Il a le cœur froid. » Parce que nous, on dit « ça me fait chaud au cœur ». Donc, ce que j'ai essayé de dire ce matin, c'est que tant qu'on est dans le français, uniquement le français, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on imagine des enseignements multilingues, plurilingues, c'est-à-dire, c'est possible de penser langue à langue, comme le dit Souleymane Bachir Diagne. C'est-à-dire, moi, dans mes modestes cours ici, j'explique au Wolof aux étudiants pour leur montrer comment on pense dans le Wolof, comment on pense dans le français. Parce que si on a l'illusion de parler la même langue, le français, nous nous trompons. Tout à fait. Donc c'est une contribution. Ce n'est pas une question, c'est une contribution. Mais c'est vrai que quand on fait du bien au cœur de l'autre et qu'on est dans un pays très très chaud, on le met au frais. Tandis que quand on est dans un pays très froid, on le réchauffe. Bien sûr. C'est tout à fait ça. C'est bien ça, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, pour revenir d'abord à une question sur les métaphores par rapport aux histoires, enseignements, aux paraboles, etc., qui sont effectivement dans toutes les traditions ou les proverbes. Hein, c'est dans les traditions de l'islam, du christianisme, des juifs aussi, dans leurs histoires, de toutes les, chez d'ailleurs toutes les personnes qui sont effectivement en capacité d'imager le réel. La différence, c'est que dans une histoire, enseignement ou une parabole, en fait, on utilise des métaphores pour enseigner quelque chose à quelqu'un en utilisant la métaphore de manière globale pour effectivement apporter une connaissance. Si je prends la parabole du semeur, par exemple, je sème, bon, et selon les terrains, effectivement, bon, bah, ça pousse pas, etc., etc. Bon. Eh bien, ça me permet de filer, comme on dit la métaphore, sur une histoire complète qui donne un enseignement particulier. Donc effectivement, d'ailleurs, ça s'appelle histoire-enseignement dans la tradition soufie. Et parce que justement, on utilise des métaphores, la métaphore étant une image qui permet de traverser justement une réalité abstraite. L'intérêt d'une métaphore concrète, c'est qu'elle donne à voir, elle donne des images, et qu'on comprend beaucoup mieux par des images, mais une image, elle est complexe, donc ce qu'on doit savoir dans les métaphores, y compris d'ailleurs spontanées, c'est que on traduit de manière spontanée quelque chose, mais globalement, alors ça peut se faire d'ailleurs, il y a des histoires d'enseignement qui ne donnent pas la métaphore complète, mais qui donnent à voir. Si vous allez voir un sage, justement vous êtes un jeune chercheur par exemple, assoiffé de connaissances, mais vous en avez déjà beaucoup trop, vous ne savez pas digérer, eh bien vous allez voir un sage qui vous voulez un peu de thé, et vous dites, bah oui, bien sûr, et la tasse de thé est déjà pleine, et le sage continue à vous en verser sur la tasse, et la personne dit, ma tasse est déjà pleine, et le sage dit, c'est ce qui est déjà dans votre tête, quoi. Avant d'apprendre quelque chose de nouveau, vous videz ce que vous avez appris et inutile. C'est une métaphore, quelque part. C'est la métaphore de la tasse. Mais elle sert là d'histoire enseignement, parce qu'elle est relativement donnée. Alors, pour revenir à des logiques concrètes, c'est vrai que dans l'enseignement qu'on peut avoir en management, on doit à la fois utiliser les métaphores pour expliquer, pour au fond donner des images qui vont servir de repères, mais aussi expliquer à nos étudiants que ces images, elles sont provisoires,
elle n'enferme pas la réalité, parce que sinon on se trompe. Et on doit débusquer, comme le disait Yves tout à l'heure dans les cas, on doit débusquer des métaphores perverses. Par exemple, une métaphore perverse qu'on va trouver en finance, j'espère qu'il n'y a pas trop de financiers parmi vous, dans la théorie de l'agence, par exemple. Dans la théorie de l'agence, quand on vous dit qu'a priori, ce qui va se passer si vous faites un contrat avec un agent, c'est que vous risquez avec lui de la sélection adverse ou de l'aléa morale, ben vous êtes vraiment dans une perversion de votre pensée par rapport à l'autre. Vous créez automatiquement l'idée de soit il est con, sélection adverse, soit il va vous rouler aléa morale. Ben oui, tu le sais bien, tu fais de la finance. Donc alors, je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai que l'autre peut être con et il peut vous tromper. Mais d'envisager uniquement ça et de mettre en place, c'est ce qui se passe avec les financiers, tout un système de contrôle de toutes sortes pour empêcher l'aléa morale ou la sélection adverse, ben ça crée la bureaucratie qu'on connaît dans beaucoup de boîtes, parce qu'au lieu de faire confiance, on contrôle. Alors je ne sais pas qu'il faut être naïf non plus, mais vous voyez les équilibres à trouver, c'est plus complexe, et il faut donc bien regarder derrière les usages. Alors, je le dis exprès en finance, ça paraît abstrait la finance, mais elle n'est pas du tout. Elle utilise des métaphores perverses. Analysez-les, remarquez ça. Et vous verrez que vous pouvez changer de métaphore et donc changer éventuellement de comportement. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs l'auteur du microcrédit qui faisait confiance au départ. Après, on a fait du microcrédit n'importe comment, hein, c'est clair aussi. Mais voilà, derrière une logique de métaphore, on peut analyser mieux comment ça fonctionne. J'arrête. Merci beaucoup. Merci de laisser passer, vous êtes satisfait. Applaudissez, professeur. Applaudissez, ovationez-le. Donc nous allons enchaîner avec la table ronde. J'invite les participants à la table ronde à le tout. J'essaie de mon fauteuil. Il y a d'abord Pierre Noir, donc il ne va pas. Voilà, on n'a pas venir ici. Il est combien Ibrahima Dali Diouf, Fab Diopsal, président Erasme, le directeur général. Et très bien pour la fédération. À la mode. Dans le sens. Oui,